Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau sur New World Économie dans cette émission Éco-Jeunes qui donne la parole aux jeunes et qui célèbre ainsi donc la jeunesse. 3662 accidents routiers, 282 morts et 4611 blessés, soit 2 morts, 28 blessés et 18 accidents par jour. Tel est le bilan des dégâts occasionnés par les routes au premier semestre de 2023. La cause fondamentale de ces accidents est donc l'incivisme routier qui est davantage grandissant dans notre pays, qui inquiète beaucoup et qui nous amène à nous interroger aujourd'hui en posant cette question fondamentale: à qui la faute? Et quelles sont donc les mesures à prendre en 2024 pour venir à bout de ce défi auquel nous sommes tous confrontés? Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons encore pour vous aujourd'hui des invités de marque, notamment Mens Sogwagei, l'entrepreneur digital et très averti des questions qui intéressent la jeunesse. Mens, merci d'être fidèle à cette émission et à ce rendez-vous de ce jour. Merci Maestro, merci pour l'invitation qui m'a été faite pour cette émission. Je salue tout le plateau, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct et aussi sur nos réseaux sociaux. J'espère qu'on passera une très bonne émission. Nous compterons également donc sur ce juriste de formation et de profession, si je peux me permettre de le dire, Monipaki Gideon, et qui est avec nous sur ce plateau. Gideon, bonjour et merci d'être encore des nôtres aujourd'hui. Bonjour Coco, bonjour Mens et bonjour à Eli. Bonjour également à tous nos fidèles téléspectateurs qui suivent chacun des numéros de cette émission. Et je suis heureux d'avoir une nouvelle fois été invité à débattre autour d'un sujet aussi intéressant. Et j'espère que nous aurons des échanges fructueux. Certainement, nous aurons des échanges fructueux et il faut compter également sur Eli Aïssou, inspecteur de travail, que nous avons également donc sur ce plateau aujourd'hui. Eli, la seule dame à honorer sur ce plateau, ça va? Ça va très bien, maestro, et vous? Je me porte également bien. Dieu merci. Alors, nous allons commencer cette émission naturellement en surfant un peu dans le monde du digital avec Mens. Mens, nous sommes en vacances et nous avons plusieurs qui sont également nos jeunes à la maison, qui nous suivent dans cette émission. On apprend quelque chose aujourd'hui? Ok, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, tu sais, ces derniers temps, beaucoup de personnes se plaignent que leurs comptes sont hackés, piratés, que ce soit WhatsApp, Facebook et tout. Alors ce soir, nous allons voir une astuce. Je fais un coucou à Raoul Leblanc. Ok. Très particulièrement. Allons-y. On va apprendre ensemble une astuce très simple qui va nous permettre de protéger nos comptes, ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Donc, l'authentification à 2 facteurs. Okay. Ça vous permet d'ajouter une couche de sécurité à votre profil, à votre compte. Donc ça fonctionne comment? À chaque fois, lorsque vous activez l'authentification à 2 facteurs, à chaque fois que vous vous connectez, ou bien quelqu'un d'autre se connecte à votre compte, ça va envoyer un code, soit sur votre SMS, soit via mail, et c'est seulement en tapant ce code que le compte sera ouvert. Voilà. Donc, ça permet de vraiment contrôler qui peut se connecter à votre compte, que ce soit WhatsApp ou les autres réseaux sociaux. Donc, là, je vais montrer comment on le fait sur WhatsApp. Donc, on va dans le menu et on clique sur Réglages. On va dans Compte et là, vous verrez authentification à 2 facteurs. Vous l'activez et vous définissez le code que vous voulez utiliser et le moyen par lequel ce code vous sera envoyé lorsque vous allez vous connecter. Alors, si vous choisissez, moi par exemple, j'ai choisi SMS. Chaque fois que je me connecte, ça m'envoie un code par SMS que j'entre avant que mon WhatsApp nous s'ouvre. Même chose pour mon compte Facebook. Ça protège, ça protège carrément. Enfin, c'est vrai qu'en ligne, on n'a pas 100% de protection, mais au moins, ça vous protège des attaques humaines. C'est-à-dire, si c'est un homme qui le fait, ça lui sera un peu compliqué d'avoir accès à votre compte s'il n'a pas le code là qui a été envoyé. Voilà. Donc ça nous aiderait tous à protéger un peu tous les profils, les comptes que nous avons. Alors, je conseille, merci Mens, je conseillerais donc à nos téléspectateurs de suivre et de resuivre encore cette émission afin de pouvoir mettre en application cette astuce-là qui nous a été partagée avec Mens, je rappelle, qui est donc un entrepreneur digital. Alors, je me réfère un tout petit peu aux juristes que nous avons donc sur ce plateau. Il y a des règles, il y a des articles, Dieu seul sait combien d'articles il a dans sa tête.
Alors, Gideon, on en apprend quoi aujourd'hui? Non, je ne vais pas vous faire d'apprentissage d'articles de loi. Dieu soit loué. Écoutez, en même temps, je crois que c'est une fausse idée qu'on a des juristes. Hein. Ok. Je me demande combien de juristes maîtrisent véritablement ne serait-ce que 2 articles d'un test de loi. Ce qui fait d'un juriste, ça, c'est une information, hein. C'est de savoir où trouver quel texte, dans quelle situation particulière. Super. Il ne s'agit pas de posséder. C'est un peu comme demander à un chrétien de connaître la totalité des textes de la Bible. Donc, ce n'est vraiment pas ça. Super. Eh bien, aujourd'hui, je voulais amener tout le monde, en tout cas nos téléspectateurs, à s'attaquer à un mythe. Le mythe de la cherté de la justice. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, nous avons dans nos contrées, dans nos réalités, cru comprendre que l'accès à la justice a un coût. Et généralement, quand on parle du coût, nous voyons très souvent, nous voyons dans la situation où nous aurons à recourir peut-être à un avocat. On se dit, le recours à un avocat, c'est extrêmement cher. Au point où les gens se disent, la justice étatique, ce n'est pas mon affaire, ou en tout cas, aussi longtemps que je n'aurai pas des moyens, je ne le ferai pas. Alors, ce que je voulais amener la population à comprendre aujourd'hui, c'est qu'il existe ce qu'on appelle la commission d'office des avocats. Par principe, la justice est censée être gratuite. Le principe de la gratuité de la justice s'accompagne de bien d'autres principes. Ce qui fait aujourd'hui que même si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat aujourd'hui, il suffit de faire connaître vos difficultés au ministère public ou en tout cas aux tribunaux. Et s'il y a la possibilité qu'un avocat soit disponible à se saisir de votre affaire, on le commet d'office ou en tout cas d'autorité. On peut décider qu'un avocat s'occupe de votre affaire. Super. Et très généralement, ce peut être des affaires pénales ou des affaires qui relèvent peut-être du droit lié à l'ordre public ou en tout cas de tous les domaines qui peuvent nécessiter par exemple ce qu'on appelle une procédure de référé, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit évacué très rapidement. Voyez-vous. Donc ça existe la commission d'office, ça existe la gratuité de la justice. Donc c'est l'occasion de rappeler à la population que quand vous avez des problèmes, référez-vous toujours aux institutions mises en place pour cela. Super, merci beaucoup. Et je pense que le message est largement donc passé sur cette antenne. Élie qui aime beaucoup la littérature et beaucoup plus des expressions, des mots à partager avec nous avant d'entamer le grand sujet du jour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne une expression. Avoir un fil à la patte. Avoir un fil à la patte. À la patte. Ok. Et pourquoi cette expression? Nous sommes dans les vacances et avec le téléphone actuellement, c'est comme si nous sommes liés. On n'est plus libre de nos mouvements, on est casé dans la chambre jusqu'au soir. On ne sort plus. On ne sort plus pour découvrir le monde et tout. C'est comme si nous sommes prisonniers de ce truc-là. Donc du coup, c'est comme si on a un fil à la patte. On est lié avec nos téléphones. Ça peut se dire aussi si on est prisonnier d'une situation, d'une relation toxique, par exemple. Donc, avoir ou bien c'est avoir un fil à la patte. Avoir un fil à la patte, être dépendant, prisonnier d'une situation. Bien de quelque chose. Il faut garder, il faut garder et il faut garder. Alors, on va attaquer donc le sujet du jour. Ce qui nous inquiète, ce qui nous intéresse dans cette émission. Et là, je vais commencer avec Gideon. C'est qu'aujourd'hui, je viens de donner naturellement les chiffres. En 2023, il y a de cela quelques mois encore. On parle de 3662 accidents dans le premier trimestre et environ 2 morts par jour, 26 blessés et 18 accidents. Je rappelle encore que aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, vers 6 heures au niveau d'Avesnoux, j'ai été témoin d'un accident qui a fait partie encore un père de famille. Alors, la question d'abord que j'aimerais te poser, Gideon, sur ce plateau, quand on parle de l'incivisme, et beaucoup plus de l'incivisme routier, à quoi devrait-on s'en tenir? Alors, par incivisme, il faut entendre une atteinte à ce qu'on peut appeler le civisme. Alors, le civisme, c'est quoi? C'est une obligation qui est faite à des citoyens ou à des personnes appartenant à un environnement lié par des lois, de les respecter. Et donc, à partir du moment où ces personnes ne respectent pas ces lois ou ces principes édictés, et attention, ces principes auxquels ils ont adhéré, à partir de ce moment, on parle d'incivisme ou de rébellion même des fois.
Alors, qu'est-ce qui peut entraîner l'incivisme routier? Je crois qu'il y a énormément de facteurs. Je ne vais pas me permettre de lancer les débats tout de suite, mais juste pour définir ce que c'est que l'incivisme, c'est la rébellion des personnes à une loi ou à des principes auxquels ils ont eux-mêmes adhéré. Alors, mince, je me rappelle, lorsque nous étions encore au Océan, comme on le dit souvent, on faisait des ECM, éducation civique et morale. Jusqu'à la preuve du contraire, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité dans le système éducatif aujourd'hui. Mais ce que je voudrais vraiment savoir pour toi, je vais partir sur des exemples assez concrets. Comment, Nance, tu expliques que lorsqu'on parle pour plusieurs aujourd'hui au Togo, il est difficile pour nous d'arriver à savoir que quand on parle du feu rouge, ça voudrait dire qu'il faut s'arrêter. Même quand le feu orange est là, il faut ralentir et s'arrêter. Comment est-ce que tu l'expliques? Moi, je ne comprendrai jamais cette manie-là où les gens, quand ils arrivent au feu, c'est comme une perte de temps. Je pense que le mal se résume à un seul mot, comme vous avez dit, c'est tout simplement de l'incivisme. Parce que je ne crois pas que quelqu'un, un usager de la route, puisse ignorer l'importance ou le rôle que joue un feu tricolore sur la route ou à un carrefour. Quand on voit le feu rouge, on sait que c'est un danger, il faut s'arrêter. Et pire encore, d'autres personnes s'arrêtent. La plupart du temps, les gens s'arrêtent, mais il y a un individu qui décide de lui-même de ne pas s'arrêter. De s'arrêter pendant que les autres, se sont arrêtés. Lui, il décide de ne pas s'arrêter. Alors, au niveau du feu rouge de Limousine, la dernière fois, on venait de Concorde, arrivé au feu rouge, on s'était tous arrêtés. Et quelqu'un comme ça, je sais pas, il a démarré sa moto. Comme ça. Alors là, on va dire quoi? Est-ce qu'il ne sait pas? S'il le sait, mais tout simplement, il ne veut pas respecter. Il pense qu'il est plus pressé que peut-être qu'il a des urgences. Voilà, peut-être qu'il a des urgences. Peut-être qu'il a quelqu'un qui l'attend. Peut-être qu'il est en retard. Mais il y a la loi qui est là, il y a le feu qui est là, qui te dit de t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent passer aussi. Donc moi, je me dis tout simplement, je ne trouverai pas d'explication que le mot incivisme. C'est tout simplement, on refuse de respecter les lois et les principes qui régissent la rue, mais la route. Voilà. Alors, Gideon, je reviens à nouveau à toi avant de laisser la parole à Elie. Quels sont les facteurs, selon toi, aujourd'hui, qui expliquent ce niveau très élevé d'incivisme dans notre pays aujourd'hui, où je peux même aller plus loin et dire, si on prend aujourd'hui 3 Togolais en circulation, ceux qui arrivent à respecter les normes, les règles, et quand on prend juste l'exemple des feux rouges, 2 sur 3 aujourd'hui, peut-être qu'on attend aujourd'hui parler des caméras qu'on a mis à nos différents feux rouges, et c'est ça peut-être qui fait craindre beaucoup de personnes, dire on a tout fait l'eau. Comment tu expliques aujourd'hui quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène grandissant et inquiétant, alarmant dans notre pays? Il faut déjà souligner le fait que l'incivisme peut se représenter sous 2 formes. L'incivisme actif et l'incivisme passif. Alors j'avais dit d'entrée que l'incivisme, c'est le fait de porter atteinte, ou en tout cas de déroger à des règles auxquelles on a adhéré. Mais la réalité, c'est que cette adhésion ne reste qu'une présomption. Alors, pourquoi je parle d'une présomption? Écoutez, dans la société, combien de personnes connaissent vraiment les textes? Ils sont régis par ces textes parce qu'une Assemblée nationale a mis en place ces dispositions. Mais est-ce qu'ils les connaissent véritablement? Pas vraiment. Donc très souvent, ils peuvent en arriver à déroger à ces textes par ignorance. Mais par contre, la loi a établi le fait que l'ignorance ne soit pas une excuse pour ne pas respecter une loi. Donc, tout ne dépend que de vous. Arrangez-vous à connaître les textes. Donc, après le fait que l'on ait pu écarter l'ignorance comme excuse non exploitable pour l'incivisme, au final, disons que l'incivisme, elle est délibérée d'une façon ou d'une autre. Maintenant, dans le cas de l'incivisme véritablement délibéré, je ne sais pas comment il faut expliquer cela. Il y a peut-être des personnes qui peut-être se sentent au-dessus de la loi, je ne sais pas. Il y a des personnes qui estiment que tant qu'ils ne sont pas morts, tout leur est permis.
Ok. Il y a des gens qui pensent que tant qu'il n'y a pas de policiers, ils ne sont pas régis par quelque loi qu'elle soit. Et ce qui amène beaucoup de situations vraiment délicates. Mais de l'autre côté, peut-être que je suis en train de dévancer les débats. L'État, en plus d'avoir mis en place les lois qui doivent organiser la circulation de la route, a mis en place une autorisation de circulation. Ok. Ce qui veut dire que vous pouvez ne pas connaître la loi, c'est votre droit, mais si vous ne connaissez pas la loi qui encadre la circulation, vous n'êtes pas autorisé à circuler. À partir du moment où vous voulez être un acteur de la circulation, il faut impérativement que vous ayez pris connaissance de ces dispositions. Voilà pourquoi il faut passer le permis de conduire. La véritable question, c'est de savoir combien de personnes disposent véritablement du permis de conduire avant de prendre soit les guidons, soit le volant d'un engin. Donc ça reste l'une des raisons qui peuvent aussi causer les incivismes routiers. Les incivismes routiers. Alors, Élie, j'ai déjà rencontré plusieurs qui m'ont dit, le Togolais, par exemple, a beaucoup de soucis. On est stressé par là. Venir encore attendre sous le chaud soleil des temps avant de chercher à pouvoir, à passer. D'autres vont plus loin et disent que si on nous dit de respecter la loi, il faut que les gens également qui nous disent ça respectent eux-mêmes également la loi. Et voilà également des réalités qui poussent certaines personnes à ne pas vraiment respecter les règles qui régissent véritablement nos actions en circulation. Comment est-ce que tu expliques tout ça? Moi, c'est le fait que la vie humaine, bon, il y a des gens, ça ne leur dit plus rien en fait. Les gens disent, c'est comme si j'étais ou bien... Mais cela dit, c'est comme si les gens s'en foutent maintenant. Parce que la vie n'est plus importante au fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a les feux tricolores. Bon, au CE, on nous a appris quand il y a le rouge, on s'arrête. Le vert, tu peux passer. L'orange, c'est une pause au fait parce que le rouge va bientôt arriver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même quand l'orange vient, c'est comme si les gens sont pressés. La dernière fois, j'ai eu à dire à un taximan, taxi moto, un Z-man, que au fait, pourquoi est-ce qu'on a fait les feux tricolores? Au fait, c'est une sorte de pause. Après avoir conduit un certain temps, repose-toi un peu et continue la route. Et c'est là, il me dit, d'accord, vous voyez un peu, pour lui, c'est comme si une contrainte, c'est sous forme de contrainte pour eux. Et les Hogam et les Miasi, quoi. Alors, on n'a pas le temps. Et tout le monde est impliqué. Vous venez de dire que personne ne respecte. Et voilà, dès que on parle à quelqu'un, la personne te dit clairement, et c'est nous qui allons le faire. Mais le fait que si ta vie est importante pour toi, tu veux vraiment réussir ta vie, aller loin, plus loin, c'est que tu dois vraiment, tous les accidents auxquels moi j'ai eu, j'ai vu quand même, soit c'est excès de vitesse, soit c'est le non-respect des feux tricolores. 2 accidents me sont arrivés moi-même personnellement. C'est parce que les gars, ils ont décidé de ne pas respecter les feux tricolores. Et ils couraient la vitesse. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ce sont les mêmes personnes qui te dépassent en cours de route que tu retrouveras au feu tricolore. Ensemble, vous serez encore dans les mêmes feux tricolores. Ou soit il vous dépasse, c'est pour être devant un bar. Vous voyez un peu, donc on se presse pour aller nulle part. Et si l'accident se produit maintenant, ce pourquoi tu te presses, tu te retrouves à terre et c'est fini. Donc je me dis, c'est pas parce que l'autre ne le fait pas que moi je ne vais pas le faire. Je veux être dans mon plein droit, je veux être comme ça. C'est vrai, c'est pas facile. Si l'accident se passe innocent ou pas innocent, on est tous à terre. Mais l'essentiel, c'est que chacun fasse l'effort. C'est pas parce que l'autre ne le fait pas que je ne dois pas le faire. Ce n'est pas parce que l'autre ne le fait pas que je ne dois pas ou je ne vais pas le faire. Mance, je pense qu'il y a de cela l'année dernière en début, et ça, sur ce plateau, je crois que le mérite est pour le ministère de la Sécurité, de la Protection civile, et j'ai nommé donc sur ce plateau le général Yark, qui avait la dernière loi qu'il avait fait sortir. Je ne sais pas si on va l'appeler loi, où il a été
exiger à tous les Togolais, notamment aux usagers de la route, de mettre des casques. Je crois que ça a été au début une sorte de tollé. Les gens se disaient que mais la rentrée, je crois que ça va faire bientôt un an. C'était en septembre, octobre. Et on a demandé aux gens, ils disent, mais nous, on est en train de réfléchir à payer les collages, à faire les fournitures pour nos enfants. Et on nous parle de casques avec effet immédiat. Et aujourd'hui, on peut dire Dieu soit loué, mais que plusieurs ont commencé par pratiquer cela, mais en même temps, le défi demeure où on peut voir des Togolais qui ont certes des casques, mais préfèrent enlever carrément ces casques, mettre les casques sur la moto ou à côté et continuer par marcher sans casque. Est-ce que le problème de plusieurs, c'est le fait que les gens n'ont pas envie de mettre des casques ou ça leur fait mal? Ça leur crée des démangeaisons à mettre sa casque sur la tête. Je crois que c'est une question d'intégration culturelle. C'est-à-dire, est-ce que ça fait vraiment partie de nos habitudes? C'est-à-dire, c'est des choses qui n'ont pas été initiées depuis le début. On est habitué à conduire sans contrainte, sans les casques. C'est-à-dire, personne ne dérangeait l'autre. Quand les motos commençaient à venir, il n'y avait pas de restriction. Donc, on était là-dedans comme ça. Donc, les gens sont habitués à conduire sans protection. Et on n'a pas été assez sensibilisés sur les dangers de la route, je trouve. Donc, moi, je pense que dans ce contexte, la seule chose qui pourrait protéger les usagers, c'est des contraintes. Moi, j'ai été très content lorsque cette contrainte a été lancée, où il fallait que d'abord le conducteur ait son casque, que le conducteur d'une voiture ait sa ceinture de sécurité, toutes ces choses-là ont été... Moi, ça ne m'a rien fait parce que moi, je me suis déjà habitué à ça. Mais c'était très bien et on a vu que, en fait, dans un temps, les accidents ne sont plus causés par le manque de casque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la vitesse et le non-respect des feux. Et aussi, nous voyons, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'utilisation des téléphones. Les gens sont en moto. Circulation. Vous allez voir des gens en moto, ils tiennent le guidon d'une seule main et le téléphone d'une autre main. Et même si je ne te coupe pas, on remarque aujourd'hui, même sur les motos, où les gens ont mis des pauses, des supports de téléphone sur lesquels naturellement ils arrivent à pouvoir continuer par suivre les choses sur leur téléphone. C'est ça. Je pense que les contraintes, moi je trouve que les contraintes doivent être élargies vers d'autres points. Par exemple, il faut que vraiment les forces de sécurité nous aident beaucoup plus à s'installer sur tous les feux tricolores. Il faut qu'il y ait... Je trouve que si on fait ça d'une façon beaucoup plus contrainte pendant 3 mois, je pense que tout le monde va rentrer dans les règles. La vitesse, le respect des distances. Tu vas voir quelqu'un qui conduit entre la personne en train de courir, alors qu'il y a une voiture juste devant toi. À peine 5 mètres, il y a une voiture, mais tu es là à courir. Si la personne la freinait d'une façon brusque, naturellement, tu vas heurter la personne. Tu vas le heurter. Même des camions, les gens n'ont pas peur. Ils conduisent à peine 1 mètre des camions. C'est très dangereux. Ou les gens viennent même se mettre devant. Aussi viennent se mettre tout devant. Juste devant le camion, il n'a pas peur. Nous avons aussi l'état des véhicules. Wow. L'état des véhicules, où vous allez voir carrément des gens qui conduisent des motos sans rétroviseur, sans casque, sans phare. La nuit, ils conduisent comme ça, ils naviguent comme ça, sans clignotant. Vous allez voir des gens qui conduisent des motos ou des voitures, ou peut-être les voitures, ça c'est un peu plus, mais des motos où le frein est défaillant. Wow. La personne n'a pas le temps de freiner. On a aussi le cas où les gens conduisent dans un état d'ébriété, c'est-à-dire la personne est saoule. Et très souvent dans les week-ends, les samedis, les dimanches, vous allez voir en gare et ça meurt sur la moto. On dirait s'ils sont en train d'aller à Paris par moto, à vive allure, et quand tu t'en rends compte, c'est que les gens se sont vraiment saoulés. Ils sont saoulés. Donc il faut que ça soit étendu vers ça. Les priorités. Une voiture aujourd'hui va voir un piéton en train de traverser, il ne va pas s'arrêter. Malheureusement, il va pas s'arrêter, il va foncer dessus. C'est pas du tout bien. Il faut quand même que les autres usagers, c'est-à-dire comme si vous êtes en voiture, que vous voyez les usagers inférieurs comme les motos, les cyclistes, les piétons,
que vous fassiez attention. Même chose, même si vous êtes aussi piéton, que vous donniez aussi de la priorité aux usagers beaucoup plus supérieurs, ceux qui sont en moto et autres. Si tu vois qu'il y a une moto qui arrive, arrête-toi et attends que la moto passe avant de traverser. Et toi, si tu es à voiture, à moto, tu arrives, tu vois quelqu'un qui traverse, mais ralentis et laisse la personne traverser. Donc, il faut que quand même que les contraintes-là soient beaucoup plus externalisées et étendues sur les autres aspects pour que les gens... Il faut qu'il y ait de la contrainte, franchement. S'il n'y a pas de contrainte, c'est-à-dire les gens vont succomber, il y aura de belles routes, il y aura des chemins, les gens vont succomber. La vie, elle est unique et on doit véritablement la protéger. Parlons donc des contraintes également donc sur ce plateau, Gideon. L'État a mis sur lui depuis quelques années encore de mettre en circulation des forces de l'ordre, sinon des corps habillés, c'est des gendarmes, des fois on voit des policiers et parfois même à quelques encablures on voit également des militaires qui sont là et qui contrôlent la route. On arrête des fois des passagers, mais là encore on a un problème. Et le problème dont il s'agit, je nous fais suivre donc le communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, et juste après, Gideon et Elie donc vont se prononcer. Alors, aucun agent des forces de l'ordre n'a le droit de solliciter de l'argent dans l'exercice de ses fonctions. Le racket est une violation de la loi et de l'éthique. Si vous êtes témoin ou victime d'un acte de racket, nous vous encourageons vivement à appeler immédiatement le 10-14. Votre témoignage et vos détails sont essentiels pour nous aider à éradiquer ce phénomène préjudiciable. Le numéro 10-14 est gratuit et disponible 24 heures sur 24, 7 heures, 7 jours sur 7 jours. Ensemble, agissons pour un environnement plus sûr et juste pour tous. Alors, Gideon, si le ministère de la Sécurité et de la Protection civile de notre pays s'en rend compte en réalité que la situation devient assez alarmante au point de sortir non seulement un communiqué, et en plus de ce communiqué, laisse son numéro vert, notamment le 10-14, pour en même temps faire interpeller ces agents qu'il a mis en circulation, qui sont censés contrôler et amener les usagers à rester dans la ligne. Alors, l'inquiétude devient plus grandissante. Bon, je ne vais pas dire que c'est un fait récent, ce n'est pas un fait récent du tout. Disons que c'est un secret de polichinelle que de constater le fait que beaucoup d'agents de la circulation, ou simplement de policiers chargés de veiller à la circulation, participent au cycle de corruption. Mais comment on peut l'expliquer? Est-ce que ils sont souvent corrompus? Est-ce que c'est parce que peut-être les salaires ne sont pas à la hauteur des attentes? Parce que il faut le dire également, ou simplement parce que les gens ne maîtrisent pas ou ne veulent pas respecter les règles de leur travail. Tu sais, je serais bien heureux de t'expliquer tout cela, mais tu me mets dans un inconfort. Moi, je ne vais pas me mettre dans la peau d'un policier pour justifier le geste. Super. Tout ce que moi je sais, c'est que les policiers se permettent d'entrer, certains d'entre eux se permettent d'entrer dans un cycle de corruption. Mais attention, c'est très facile de jeter la pierre dans un premier temps sur le policier. Mais dans un phénomène de corruption, il y a deux parties, le corrompu et le corrupteur. Et disons que, par principe, l'infraction routière ou la contravention, elle fait face à ce qu'on appelle une amende, très généralement. Soit il y a une amende, soit on vous retire les pièces. Et très généralement, ça peut être les deux sanctions qui sont appliquées à la fois. Mais très généralement, quelle est la réaction de l'usager de la route à qui on est censé appliquer soit une amende, soit appliquer un retrait de ses pièces? Il veut passer à quoi? À la négociation. Souvent, les policiers ne sont pas les premiers à proposer la négociation. Oui, bien sûr. C'est en fait l'usager de la route qui propose la négociation, selon qu'a priori l'amende exigée par les autorités publiques, peut-être à un coût assez élevé, mais également... Des fois, on te demande de venir chercher ta moto dans une institution policière de la place. C'est compliqué. Soit l'amende est trop élevée, soit c'est un peu trop procédural, parce que en tout
cas, quand on envoie votre véhicule en fourrière, ou votre engin en fourrière, il y a forcément un délai de procédure de traitement de l'entrée de la sortie de votre engin. Donc les gens estiment que ça fait trop long. D'abord, ça va leur priver de leur engin et leur mobilité sera réduite. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils estiment que le policier qui est en face d'eux est une personne physique, qui a des sentiments aussi. Et tant que la déclaration n'est pas faite, on peut discuter et puis passer sur le fait de retirer l'engin. Donc moi, je crois que c'est beaucoup plus les usagers de la route qui proposent. Parce que, écoutez, le rôle du policier, c'est de faire quoi? C'est de sanctionner en cas d'irrespect de la loi. Et c'est nous qui avons cette promptitude-là à demander aux policiers de ne pas appliquer la loi en l'état. Un policier qui te retire des pièces, il retirera ta pièce, il retirera peut-être ton permis de conduire, la carte grise de ton véhicule. Tu retourneras peut-être sous 2 ou 3 jours, enfin en tout cas au poste de police, pour retirer tes pièces, mais en payant une amende. Mais on estime que si je peux négocier l'amende en donnant 2000 francs ou peut-être une modique somme, c'est peut-être plus avantageux. Donc c'est beaucoup plus, je crois, c'est plus la population qui a à se remettre en cause avant cela. C'est plus la population qui a donc à se remettre en cause véritablement. Je pense qu'on va attaquer Élie sur ce plateau. Que devrait-on faire aujourd'hui devant cette situation pour protéger nos vies, protéger la vie des autres également, parce que en essayant de respecter les règles de la circulation, non seulement on se protège, mais on protège l'autre. Et je pense également que peut-être les solutions sont au-delà de ce que nous sommes en train de penser. Élie, que devrons-nous faire aujourd'hui pour le compte du reste de cette année où nous avons encore pratiquement 5 mois ou 6 mois devant nous exactement, pour que les accidents puissent véritablement diminuer et que nos parents, nos frères, nos amis puissent rester en vie et retrouver 2025? Soyons plus responsables. Je vais prendre cas par cas en fait. Je prends par exemple les chauffeurs. Je ne sais pas si vous avez une fois emprunté les routes Lomé-Tabibo, Lomé-Vaughan, tout ça. Il est dit de prendre 4 personnes, une personne devant et 3 personnes derrière. Mais souvent ces chauffeurs prennent plus de 4 personnes. Non, on va te dire qu'il lit. Et qu'est-ce qui se... Et voilà, aujourd'hui, je viens juste de descendre. Et aujourd'hui, j'ai eu à demander. Voilà. Et il me dit, c'est ça en fait. Tata, c'est gomenami. Mais en fait, et je lui ai dit, mon frère, c'est vrai, mais imaginez un peu, si quelque chose se passe maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il nous a pris à 4 personnes devant? Voilà. Dès qu'il a vu que les policiers sont devant, on fait descendre une personne et après, on va reprendre la personne. Je me suis dit, avec tous ces gymnastiques-là, vous voyez un peu. Donc, vous-même, vous dérangez pour rien. Essayez juste de prendre les personnes qu'il faut et vous allez voir. Vous allez conduire et vous serez tranquille en conduisant. Vous n'aurez même plus peur. Imagine si les policiers ne sont plus au même endroit. Et demain, ils disent, tata, maintenant, ils ne savent pas. Donc, vous voyez un peu, il faut que chacun soit responsable. Je prends maintenant le cas de nos jeunes frères. Ceux qui sont tout le temps pressés. Je ne sais pas pour aller où, au fait. Vous êtes pressés pour aller où? On est pressés pour aller où, au fait? Et puis, soyons relax, soyons zen dans la vie. Du calme, quoi. Il y a un proverbe ou bien une expression qui dit, vaut mieux perdre 1 minute dans la vie que de perdre la vie en 1 minute. Et c'est grand. C'est grand. Si tu vas au boulot, c'est vrai, tu es en retard. Mais prends ton temps. Prends ton temps. Ça va. Et je prends un autre aspect, le manque de courtoisie. Mais est-ce qu'il y a de ces accidents qui se passent bien? Je coche peut-être Gideon. Juste un petit truc. On peut se séparer à l'amiable et aller et passer la route. Allons-y tranquillement. Mais si vous voyez le nombre d'insultes qui sortent de la bouche, surtout des Z-man, non, c'est pas possible, quoi. Ou ils sortent n'importe quoi, surtout si c'est une femme qui est au volant. Des fois, ça écoeure, ça fait mal. Donc, si on prend les choses cas par cas, surtout avec l'affaire d'alcool, où on boit n'importe comment et on veut prendre le volant. Ce n'est pas là. Ça ne se fait pas, en fait. J'ai causé avec un cadre. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il me dit, ma fille, le temps que je quitte la maison pour venir au boulot, maintenant c'est comme de la routine. Avant,
au moins je prenais soin de dire, là je suis passé par ici. Maintenant c'est comme si c'est la route même qui me guide et je suis au boulot sans le savoir. Et je dis, papa, comment ça se fait? Ma fille, il y a trop de soucis, on pense trop, on réfléchit trop. Donc si vous savez que vous allez prendre la route, soyez relax, soyez zen, allez-y tranquillement. Vous savez que vous êtes quelque part, allez-y avec toute votre tête, quoi. Allez-y avec toute votre tête et conduisez comme si il y a des vies qui en dépendent. La route a fait trop d'orphelins, la route a fait trop de veuves. Donc, pensons à nous-mêmes, pensons à nos enfants et à nos femmes et allons-y mollo mollo. La vie a fait trop d'orphelins et la vie a également, la route, autant pour moi, a fait également trop de veufs et de veuves. Mince, que doit-on faire? Quelles sont tes idées, tes conseils, tes orientations, puisque nous tendons donc vers la fin donc de cette émission, pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, pour nos internautes également, toute la jeunesse qui nous suit via également les réseaux sociaux, notamment TikTok et autres. Un adage qui dit, puisqu'il y a parlé d'adage tout à l'heure, un adage qui dit mieux vaut tard que jamais. Donc, mieux vaut arriver là où tu vas tard que de n'y jamais arriver finalement. Donc, lorsque tu tombes sur la route et que tu commences à rouler, sache qu'il y a des règles. Ces règles-là ne sont pas là pour nous contraindre, non, mais c'est pour nous protéger nous-mêmes, mais pour protéger aussi les autres qui sont autour de nous. Donc prenons le temps de respecter les règles. Les feux tricolores, le rouge c'est pour s'arrêter, l'orange c'est pour ralentir. Voilà. Et respectons les autres usagers aussi et que chacun soit vigilant. Que chacun soit vigilant. Gideon, le plaisir de la toute dernière personne à prendre la parole te revient. En tout cas, c'est un honneur. Ça me permet de faire une petite synthèse de ce que tout le monde a déjà dit. J'ai cru comprendre à travers ce débat que véritablement le problème est lié à l'ignorance ou à la méconnaissance des règles de conduite. Exactement. Et pour moi, c'est le moment de rappeler qu'aujourd'hui, 60 à 65% des usagers de la route sont des conducteurs de moto. Et c'est généralement des personnes qui ne connaissent rien au code de la route. Wow. Et en 2019... Qui ne connaissent rien. Qui ne connaissent rien, on va pas se mentir. Ok. En 2019, il y avait un projet d'obligation du permis de conduire pour les motocyclistes qui avait très bien commencé, mais finalement qui n'a pas abouti. Moi, j'aurais trouvé que c'était une aubaine. On peut trouver comme excuse le Covid, mais depuis le Covid est passé. Donc, c'est vraiment le moment. Si aujourd'hui, les motocyclistes connaissaient ne serait-ce qu'un minimum le code de la route, il y a de certaines actions qui ne poseraient pas. Et le deuxième élément, c'est également la courtoisie, comme l'a dit Elie. Aujourd'hui, il y a peut-être des règles non écrites. Il y a des priorités établies, mais il y a des priorités non établies. Et généralement, il faut prévoir la priorité du plus vulnérable au plus protégé. La priorité du plus vulnérable, c'est de savoir que le piéton est prioritaire sur tout engin. Parce qu'il est en situation de vulnérabilité, en situation d'accident, c'est le plus exposé. La moto doit pouvoir être prioritaire sur un véhicule. Parce qu'en cas d'accident, le véhicule a sa carrosserie pour la protéger, mais non la moto. Donc ce sont des règles peut-être non écrites, mais par courtoisie, par humanité, nous pouvons en tout cas apporter quelque chose pour sauver des vies et véritablement appeler à la vigilance et à beaucoup d'amour entre nous. Il est très très important donc de prendre en compte tous ces mots que nous avions donc eu de nos invités sur ce plateau aujourd'hui, comprendre en réalité que nous avions ensemble qu'une seule vie sur cette terre et chaque décision que nous prenons, chaque acte que nous posons peuvent déterminer si l'avenir restera notre ou notre vie sera donc écourtée. Je pense que nous avions assez appris au travers donc de cette émission et cette émission a été une émission beaucoup plus consacrée à la jeunesse, à la sensibilisation des usagers de la route et je pense que ces moments que nous venons de partager sont des moments qui te seront utiles. Peut-être pour toi quelqu'un, c'est une occasion de te rappeler un certain nombre de choses à prendre en compte
qui pourront donc préserver ta vie. Merci de nous avoir donc suivis dans ce débat qui a été consacré à vous, à nos chers téléspectateurs. Nous allons donc faire une toute petite pause et revenir en seconde partie avec un autre invité du jour, Pascaline, que je me ferai donc le plaisir de vous présenter à tout à l'heure. Nous recevons donc sur ce plateau pour vous Pascaline Berwa Ndayam Badié. Elle est passionnée de la logistique, présidente de Willa Togo. Willa qui comprend plus de 600 jeunes répartis en 8 pays. Un très grand plaisir pour nous de te retrouver sur ce plateau, Pascaline. Comment tu vas? Très bien, merci, plaisir partagé. Ça fait, on va dire, un petit moment sur des événements un peu partout. Et aujourd'hui, nous avons Pascaline sur le plateau. C'est tout l'honneur est pour moi. Alors, moi, peut-être, je connais un peu Pascaline, mais pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, qui est Pascaline? J'avoue que c'est très difficile de se présenter, je dirais. Mais bon, pour faire simple, je dirais que Pascaline, c'est une jeune dame dans la trentaine. Les femmes ne disent pas leur âge, donc je ne vais pas le dire. Dans la trentaine. Alors, comme tu as dit à l'entame de ton propos, je suis passionnée de logistique, de Women Empowerment. Women Empowerment, c'est en fait quand des femmes décident de se mettre ensemble pour atteindre des objectifs communs et se soutenir les unes les autres. Je suis aussi passionnée de développement durable. Développement durable, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui et qui va amener les générations à venir à vivre dans un monde meilleur. Donc, alors, c'est un peu ça, Pascaline. Alors, pour moi, quand je prends le temps de réfléchir, je me dis, c'est rare, on va le dire ici, de retrouver donc les femmes dans le domaine de la logistique et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence par venir, mais d'où est-ce que cela vous est venu? Est-ce que c'est par passion? Comment est-ce que vous avez trouvé ce chemin? Par hasard. Wow. Vraiment par hasard. J'ai l'habitude de le dire jusqu'au bac. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je suis passée par plusieurs étapes. Quand j'étais plus petite, je voulais devenir hôtesse de l'air, comme toutes les filles. Après, je voulais être mannequin. Je voulais faire beaucoup de choses. Donc, finalement, quand j'ai eu mon bac, je me suis d'abord inscrite à l'université en sciences. Donc, j'ai d'abord fait les sciences. Après, chemin faisant, je suis partie à SGIS et j'étais en tronc commun management international. Voilà. Et puis, un jour, comme ça, en management international, je reviens un peu en arrière. Il fallait, à partir d'une certaine période, c'est-à-dire après la licence, choisir un parcours de spécialité. Voilà, donc je ne voyais vraiment pas ce qu'il fallait faire par rapport aux options qui se présentaient à nous. Donc il faut rappeler que ou préciser que j'étais en parcours délocalisé. Du coup, il fallait en fait consulter les parcours ou bien les spécialités disponibles pour l'après-licence. Voilà, donc tout ce que je regardais qui était disponible à SGIS ne m'inspirait vraiment pas. Donc un jour, je prends la peine de regarder sur le site de l'école qui était en partenariat avec mon école. Je vais arrêter de dire SGIS pour ne pas leur faire de la publicité gratuite. Super. Même si tu l'as déjà fait, donc on continue. Allons-y. On va leur envoyer la facture. Voilà, donc quand je regarde sur le site de l'école partenaire et puis je vois spécialité management portuaire et maritime. Je me dis mais c'est quoi ça? Donc je vais voir le directeur des études à l'époque. Il me dit non, ça c'est pas très très commun. En plus, comme c'était un parcours délocalisé, il fallait atteindre un certain quota avant que l'école accepte d'ouvrir la filière. Je lui dis mais ça peut m'intéresser. Donc j'ai commencé par faire des recherches à propos. Il faut préciser que moi j'aime en fait les défis, j'aime les choses rares, j'aime quand on me dit que c'est pas possible en fait. Donc peut-être que c'est ce qui t'a plus motivé en fait. C'est ce qui m'a plus motivé. Le défi. Voilà, le fait qu'ils me disent non, ça c'est rien, tout ça, c'est pas très important et tout. Donc j'insiste, je commence par faire des recherches dessus. Et puis à un moment donné, il me dit ok, si tu arrives à trouver 10 personnes, on ouvre la filière pour le master. Et j'ai trouvé 15 personnes. Waouh.
Donc c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai eu la confirmation que je voulais vraiment faire la logistique quand après la 5e année, j'ai fait mon tout premier stage au port. Donc je suis arrivée au port et déjà dehors, quand j'ai vu comment c'était grand, vu que j'ai la folie de grandeur, je me suis dit je suis faite pour ça. Wow. Donc c'est comme ça que c'est Alors parti. d'abord, je retiens que si dans cette université, cette filière a été ouverte, c'est grâce à cette détermination affirmée. En toute humilité, je le dis toujours. Je le précise, et il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un mois, on avait une réunion dans le cadre de mes activités associatives, on avait une réunion à l'école et j'ai précisé, j'ai dit aux étudiants là-bas, c'est moi qui ai créé cette filière. Waouh. Je ne l'ai vraiment pas créée, mais genre, je suis à la base de... Alors, pour dire ce que la volonté, l'ambition peut réellement créer. Alors, quand on parle de la logistique, Pascaline, pour nos téléspectateurs qui sont peut-être, qui ne sont pas forcément dans le domaine, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Et pour les jeunes qui viennent d'avoir le bac et qui sont intéressés souvent à suivre Pascaline et qui veulent emboîter vos pas, quand on parle de la logistique, ça dit de quoi? Ok, donc de façon très basique, quand on parle de logistique, on veut dire déplacer un objet ou une personne d'un point A à un point B. Ça, c'est vraiment la définition classique. Maintenant, aujourd'hui, avec la modernité, avec tout ce qui est TIC, nouvelles technologies, etc., on ne parle même plus vraiment de logistique, on parle maintenant de supply chain. Supply chain pour dire en fait la chaîne de valeur logistique, c'est-à-dire c'est la logistique, le déplacement de cet objet et de cette personne d'un point A à un point B, mais avec une certaine chaîne de valeur ajoutée. Voilà, donc ça donne lieu à beaucoup de métiers. Est-ce que vous savez par exemple que le métier d'achat c'est dans la logistique? Wow, dites-nous. C'est dans la logistique. Le métier d'achat? Oui, les approvisionnements c'est dans la logistique, le transport c'est dans la logistique. Abusivement, on pense en réalité que quand on parle de logistique, c'est forcément le transport ou à la rigueur peut-être les opérations portuaires, mais c'est au-delà de ça. C'est pour ça que de plus en plus maintenant on parle de supply chain en fait, pour dire la chaîne de valeur de la logistique. De la logistique. Alors pour les jeunes qui veulent emboîter vos pas. Mais pas moi je dirais déjà, il ne faut pas vraiment choisir un métier parce qu'il y a telle ou telle personne qui le fait. Il faut prendre un métier parce qu'on en est passionné. Parce qu'on ne réussira jamais à être cette personne-là. Il faut en réalité être unique. Il faut être unique. Moi, j'ai l'habitude de dire les autres, ils sont déjà pris. Les autres personnes sont déjà prises. Pascaline est déjà prise. Coco est déjà pris. Donc, il faut en fait être soi-même. Voilà, c'est la première chose. Et il faut pouvoir tracer sa route. Donc, si c'est la logistique qui passionne ces jeunes, pourquoi pas? Et même dans la logistique, ne pas forcément vouloir ressembler à quelqu'un, se tracer son propre chemin. Mais j'avoue quand même que ça fait partie des métiers à fort enjeu pour le continent africain. Parce qu'on a beaucoup de défis logistiques et on en aura pour les prochaines années. Donc, ça reste un métier avec beaucoup de potentialités et d'opportunités pour les jeunes. Super. Alors, aujourd'hui... je dois regarder. Quelle est la caméra que je... Naturellement. Ici? Ici, là. Ah, mais pourquoi je passe le temps à te regarder? Bon, c'est pas grave, on y va. Alors, naturellement, aujourd'hui, en tant que jeune leader, pour plusieurs également, naturellement, qui inspire plusieurs jeunes et qui renforce les jeunes sur les questions de leadership, notamment les femmes et tout. Présidente également de Willa, depuis quelques années déjà. Comment ça s'est fait, la relation entre Pascaline et Willa? Ça aussi, c'est une histoire que je vais raconter. En fait, il faut dire que cette année, je fais 10 ans de carrière. Bon, presque. En décembre, je vais totaliser 10 ans de carrière. Et je suis à ma 4e boîte. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc, je travaille dans 4 grandes entreprises. Et les 2 premières font partie des top 5 plus grandes entreprises dans le monde, dans la logistique. Donc, le fait de changer régulièrement d'entreprise m'a amené à côtoyer beaucoup de femmes, en fait, de différentes entreprises. Donc, ça m'a donné une certaine popularité, on va dire, auprès de ces femmes. Et donc, ça a fait que c'était facile pour moi de mettre en place Willa Togo, de créer Willa Togo. Parce qu'en fait, j'avais déjà des anciennes collègues qui me connaissaient, etc. Et d'autres collègues qui sont venus, d'autres encore. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Maintenant, le lien, c'est que c'est très facile. C'est-à-dire, Willa, c'est Women in Logistics Africa. Et nos métiers, c'est la logistique. Donc, ça va de ça. Alors, pourquoi aujourd'hui s'investir dans le développement, dans le renforcement de capacités des femmes, des jeunes filles? Alors, c'est parce que aujourd'hui, nous les femmes, on aspire à
avoir les mêmes responsabilités en termes de leadership avec les hommes. On le dit chaque fois, on est là en train de dire qu'on a les mêmes droits, les mêmes devoirs que les hommes, etc. Mais il faut savoir en fait qu'on ne peut pas prétendre rattraper quelqu'un, entre guillemets, sans avoir le background qu'il faut. Donc moi je pense que c'est une chose de dire, ok, les femmes doivent avoir les mêmes postes de responsabilité que les hommes, mais une autre aussi est de vraiment se mettre au même niveau, sinon dépasser ses hommes. Donc moi je pense que au lieu d'être là tout le temps à dire, nous les femmes on veut ça, il faut déjà qu'on ait les compétences, qu'on puisse avoir les compétences, et comme ça, à compétences égales ou à compétences, ou si on arrive à avoir des compétences beaucoup plus importantes, ça, le choix sera très clair. Donc c'est pour ça que moi je pense que dans cette course à l'égalité homme-femme, il faut vraiment que les femmes essaient de se former pour pouvoir arriver et dépasser les hommes. Arriver et dépasser les hommes. L'ambition, elle est grande. Avant donc de laisser la parole à Mance et à Élie sur ce plateau, donc je rappelle également que vous faites partie des top 100 global top 100 global women supply chain leaders en 2023 au niveau de Singapour. Vous avez été également nominé parmi. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de ravir tous ces trophées, de se retrouver parmi les meilleurs et aujourd'hui d'être compté parmi on peut dire ainsi, parmi les 100 leaders de femmes sur le continent africain? Qu'est-ce que ça te fait? Je vais vous étonner, mais en fait, c'est beaucoup. Je le dis souvent, chaque fois que je prends un nouveau trophée en main, j'ai plus peur. Je ressens plus de la peur que de la joie en fait, parce que c'est beaucoup de responsabilité, dans le sens où on se dit même qu'on ne mérite peut-être pas. On se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur? Est-ce que c'est vraiment moi? Déjà, il y a cet aspect-là. Maintenant, il y a l'aspect de se dire, ok, et l'année prochaine, voilà, je suis dans le classement. Le défi. Voilà, l'année prochaine. Est-ce que voilà. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais moi, c'est comme ça que je réfléchis. Voilà, chaque fois que j'ai un nouveau trophée, en fait, j'ai plus peur. Je ressens plus de peur que de joie. Plus de peur que de joie. Mance, Élie? En fait, enchantée de faire la connaissance de Madame Pascaline. En fait, on a l'habitude de dire que les femmes sont faites pour certains métiers ne sont pas faits pour les femmes et tout. Mais moi, j'aimerais juste vous poser une seule question. Si dans votre métier actuellement, justement, qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Maintenant, comment est-ce que vous vous comportez bien? Comment est-ce que ça se passe avec les hommes et tout? Comment ça se passe, la relation avec les hommes dans votre dans mon métier? Ça se passe bien, mais ça a pris des années pour que ça puisse se passer bien. Au départ, c'est très difficile. Quand on arrive, quand on commence, et il faut dire que ça évolue. Genre, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans l'émission, que je suis à ma 10e année dans la logistique. Donc, vous comprenez qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, mais même si ça a changé, je dois quand même préciser que quand on arrive, pour une jeune fille qui arrive dans la logistique, c'est difficile en fait, parce que c'est un milieu a priori, un milieu d'hommes, c'est difficile, il y a beaucoup de préjugés, etc. Mais il faut rester soi-même. Moi, je suis restée une fille, j'aime la mode, j'aime tout ce qui est contraire à la logistique. Si je ne... pour ne pas être contradictoire. Donc, je pense qu'en réalité, on ne doit pas forcément se limiter aux aspects physiques ou à certains préjugés. Il faut, en réalité, valoriser tout ce qui est compétences, tout ce qui est compétences, tout ce qui est intellect. Je me dis que si je suis là, c'est que j'ai les mêmes compétences qu'un homme. Donc, je suis à ma place. Mance, j'ai bien envie de laisser une question et après je te laisse poser également ta question. Alors Pascaline, si on doit résumer le secret, on peut le dire ici, ce qui a amené Pascaline à là où tu es aujourd'hui en 3 mots, pour nos jeunes qui sont en vacances et qui nous suivent dans cette émission, quels seront ces 3 mots qui te caractérisent? Alors, je dirais le premier, c'est l'ambition. Je suis très ambitieuse, hyper ambitieuse. La détermination. Parce qu'en fait, c'est bien d'être ambitieux, mais il faut pouvoir être déterminé à pouvoir accomplir ou à pouvoir atteindre ce que cette ambition laisse présager. Et en 3, je dirais la recherche continue de l'excellence. Je suis consciente que je ne suis pas parfaite, donc je continue tant que je peux à m'améliorer.
Donc, ambition, détermination et la recherche continue de l'excellence. Super, merci. Merci, enchanté de rencontrer Madame Pascaline. Je crois que c'était sur Jeune Visionnaire. Ok. Qu'on s'est rencontrés. Oui, que je vous ai suivi. Vous êtes intervenu sur un panel. C'était très intéressant de voir une femme à des postes, ce niveau. À un poste aussi spécialisé. C'est vraiment une source d'inspiration. Alors moi, ce que je voudrais poser comme question, est-ce que vous conseillerez à votre fille d'embrasser votre domaine? Absolument. Absolument. Je lui dirais de faire ça, mais je lui dirais aussi de faire tout ce qu'elle veut en réalité. Moi, j'ai pas de préjugés. Si ma fille elle veut être actrice de même, je la soutiens. Si elle veut, je sais pas, jouer au football, je la soutiens. Si elle veut être mannequin, je la soutiens. Si elle veut être médecin, si elle veut être astronaute, je la soutiens. Mais il va falloir en fait qu'elle puisse vraiment me persuader sur le fait qu'elle est vraiment passionnée et qu'elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Alors, il faut véritablement que ce garçon, cette fille-là, soit vraiment à la hauteur de la maman qui naturellement est très, très, très exigeante sur un certain nombre de choses. Alors, après avoir été invité également sur COP28 par la Great Green Wall of Africa, ce que je voudrais vraiment savoir, qu'est-ce que vous avez gagné en termes d'expérience lors de cet événement? De la COP28? Oui, et que nous pouvons également bénéficier sur ce plateau. En fait, qu'est-ce qui vous a peut-être marqué le plus? Voilà, c'est le genre d'événement où on a la chance, en tout cas quand on est dans des conditions comme les miennes, c'est le genre d'événement où on se dit qu'on ne pourra jamais assister en réalité. C'est-à-dire il n'y a rien qui laisse croire qu'on puisse être invité un jour. Il faut le préciser, la COP28, c'est la plus grande conférence sur le changement climatique. Donc il y a forcément des délégations de pays qui y vont. Ça, c'est pas exclu. Mais moi, j'ai pas été dans une délégation de pays. J'étais invitée spéciale d'une fondation. Voilà. C'est le genre de choses qui t'arrivent, disons, une fois dans la vie, etc. Et donc, ça, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai fait des rencontres incroyables. Il y a des personnes que j'ai rencontrées à qui je n'ai même pas parlé, mais j'étais juste contente de les rencontrer. De les voir. J'ai été à un panel de présidents le deuxième jour. C'était un dimanche, un samedi 2 décembre. Et un panel de présidents, de chefs d'État. Oui, avec des chefs d'État, c'était dans le pavillon Union africaine. Voilà, donc, j'étais là à regarder. Je ne sais pas si j'ai même écouté ce qu'ils étaient en train de dire, mais je me suis dit, en fait, ce genre de choses, c'est vrai, il y a le carnet d'adresse, il y a la réputation, parce qu'en fait, on sait que vous avez été invité. Il y a d'autres personnes aussi qui vont vous inviter demain parce qu'on sait qu'on vous a déjà invité. Donc, ça commence comme ça. Mais au-delà de tout ça, en fait, ça t'amène, toi qui participes, à vraiment te dire qu'il faut travailler. Parce que les personnes qu'on rencontre, en fait, c'est des travailleurs. Ça booste. Ça booste d'une certaine façon. Ça booste et ça booste d'une certaine façon. Alors, quelle est la vision que Pascaline a pour les 10 ans à venir, les 5 ans à venir, que ce soit pour les filles, pour ses visions d'autres professionnels, ses ambitions, parce que j'ai cru entendre sur ce plateau à plusieurs reprises ambitionner, et c'est l'un des carburants qui t'a amené jusque là où tu es. Quelle est ta vision et dans quel domaine tu voudrais voir des choses se réaliser dans les années à venir? Voilà, alors vision pour les prochaines ou 5 années ou 10 années, je ne saurais le dire clairement. Je ne peux pas vous dire un truc bien élaboré, etc. Parce que justement, je suis très aventurière. Je vais là où mon ambition me porte. Si dans 6 mois, j'ai d'autres challenges, je n'hésiterai pas à les embrasser. Mais je tiens à préciser que je suis fondamentalement passionnée par l'Afrique. Par l'Afrique, par le développement de l'Afrique. Et donc, je me vois, déjà dans 10 ans, je me vois à la tête de ma propre entreprise. Et dans 5 ans, je me vois en train de travailler toujours dans une institution qui promeut le développement de l'Afrique. Voilà. Waouh! À la tête de son entreprise, au plus tard, dans 10 ans. Super. Alors, je reviens un peu en arrière pour chercher à savoir quel a été l'un des défis majeurs que tu as rencontré sur ton chemin, sur ton chemin en termes de carrière professionnelle et qui, à un moment donné, t'a vraiment secoué peut-être et qui t'a amené à réfléchir et même à aller jusqu'à vouloir lâcher prise. Oh
beaucoup. Hein. Beaucoup. En réalité, chaque jour, on a envie d'abandonner. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Même le matin, on se pose la question, on dit, mais est-ce que je dois vraiment partir ou bien je me recouche? Voilà. C'est ça. Oui, parfois je dis à mes collègues au travail, mais franchement, je me suis rappelé qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont en train de prier pour avoir un travail. C'est pour ça que je me suis lavée pour venir. Voilà. Waouh, c'est le motif majeur. En fait, ça, c'est l'envers du décor. Parce que moi, j'ai horreur, je le dis ces derniers temps, j'ai horreur des personnes qui ont plus ou moins réussi. Après, je ne prétends pas avoir réussi, c'est relatif. Mais j'ai horreur de ces personnes-là qui sont arrivées à un certain niveau et qui font croire en fait que tout va bien. Tout ne va pas bien. Genre, le matin, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de partir, on n'a pas envie de travailler, on a envie de rien, on a envie d'abandonner, etc. Donc, c'est des choses qui arrivent, il faut le dire. Maintenant, ça c'est tous les jours, hein, donc c'est de petits éléments, mais qu'est-ce qui m'a fondamentalement amené à vouloir abandonner? C'est parfois... En fait, le fait de travailler sur un projet et peut-être de ne pas le faire comme on aurait voulu le faire. Donc, on se remet beaucoup en question. On se dit, mais et si je n'étais pas faite pour ça? Et si j'étais pas bien? Le fait aussi que quand on est une femme et que très vite, on arrive à avoir des postes de responsabilité, on n'est pas forcément soutenu par tout le monde. Et même parfois, les personnes qui ne vous soutiennent pas, c'est votre hiérarchie. Voilà, ça aussi, ça peut c'est un paramètre non négligeable. À vouloir abandonner, quand on se dit, mais même mon patron ne croit pas en moi. Est-ce que je vais y arriver? Il faut continuer. Voilà, et puis les préjugés. Le fait qu'au départ, par exemple, les gens me disaient, non, mais toi, tu as commencé par travailler au port, tu vas terminer là-bas, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent amener une personne à abandonner ses ambitions, sa route. Mais il faut se dire en réalité que quand on a commencé, ces personnes n'étaient pas là. C'est des personnes qu'on a rencontrées sur sa route, en réalité. Donc, il faut rester concentré, rester focus et avancer. Alors, il faut rester focus et avancer. Mince. Alors moi, je voudrais poser, pas une question, mais prendre son avis sur un sujet. J'ai cru entendre le Women Empowerment dans vos actions de tous les jours. Mais aujourd'hui, avec le digital, on voit que beaucoup de nos jeunes sœurs sur Internet ne réagissent pas très bien. On voit la plupart qui sont presque dénudés, qui font des trucs pas du tout honorifiques pour la femme. Alors, je rappelle qu'il est 100% digital, donc souffrez qu'il pose des questions par rapport à son domaine. Donc moi je me dis, si des femmes comme vous qui avez réussi, qui avez une image, qui est respectée dans la société, si vous preniez la parole sur le digital pour beaucoup plus parler. Alors moi ma question c'est, est-ce que ça vous arrive de parler à des jeunes filles sur la prise de conscience, surtout sur les mots qui touchent la société, surtout les filles, parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles par rapport à ça. Voilà. Non, pas particulièrement, je vais être honnête. Pas particulièrement, parce que je pense en fait que dans la vie, on a le choix. On a, le choix de faire, excusez-moi la technologie, mais on a le choix de faire ses choix, ses propres choix, sans être, comment on va dire, sans être forcément influencé par d'autres personnes, que ces choix soient mauvais ou pas. Mais j'avoue que c'est vraiment un sujet de société avec TikTok. Tout ça. Aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment... Coucou à nos influenceurs. C'est vraiment, même si ça reste des choix que je peux comprendre et respecter, je trouve quand même que c'est dommage parce qu'au même moment, on est à une époque où nous, les femmes, on revendique être les égaux des hommes sur le plan intellectuel. Voilà, donc on ne verra pas un homme en train de se dénuder et de danser sur TikTok. Donc pourquoi nous, pendant qu'on est en train de dire qu'on est les égaux des hommes, on doit enlever nos habits, on doit, ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment pas de sens. Et il faut aussi dire que il faut éviter quand on est une femme, qu'on vous remarque que par le plan physique, que sur l'aspect physique en réalité, vous pouvez avoir des atouts. Je suppose que si vous êtes en train de vous dénuder sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez hyper confiance en vous, vous vous trouvez super jolie, etc. Mais c'est très dangereux en fait de vous faire aimer par des gens ou de développer une communauté juste parce qu'on est une jolie fille ou parce qu'on a des femmes, parce que la vie en fait, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Tout ce qui est
physique est très éphémère. On peut vieillir, on peut prendre le coup de l'âge, on peut tomber malade, on peut faire un accident. Et alors que, comme on dit, ce qui est dans ta tête, c'est ce qui t'appartient réellement. Après un accident, à moins qu'on ait perdu la mémoire, sinon on a toujours son bagage. Donc franchement, il faut que nos sœurs, elles y réfléchissent encore un tout petit peu. Une avant-dernière question sur ce plateau, Élie. Il y a également une question, c'est ça? Pas une question, mais au fait, si elle a quelque chose à nous dire, au fait, parce que c'est vraiment un honneur il y a de ces personnes qu'on ne rencontre pas tous les jours de la vie. C'est bien ça. Ça, c'est clair. Donc, s'il y a il faut en profiter. Il faut en profiter. Je fais un coucou également sur ce plateau à la régie qui ne laisse de me taquiner avec des questions. Un coucou spécial à tous qui nous suivent derrière nos écrans. Soyez rassurés, je ferai part de vos questions à l'antenne. On y va, Élie. Donc, j'aimerais juste poser une question. En fait, dans la vie, souvent, j'ai bien dit, c'est pas une question. On se dit, on est limité des fois par nos moyens. On veut vraiment faire des choses, mais bon, faute de moyens, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire réellement. Votre domaine, par exemple, si quelqu'un veut le faire, bon, est-ce qu'il y a possibilité? Ou est-ce que ça nécessite des coûts? Voilà. Voilà, pour faire simple. Je ne pas bien avoir compris la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de coûts? Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que ça nécessite assez de moyens, par exemple, pour aller vers le secteur logistique? Non, pas particulièrement. C'est comme tous les métiers. C'est-à-dire qu'il faut se former, il faut aller à l'école, faire des formations. Donc, c'est pas parce que c'est la logistique que c'est particulièrement cher. Voilà, maintenant, de façon générale, en fait, les moyens, tout le monde a des problèmes d'argent. Bon, la plupart, on a tous des problèmes d'argent, mais il faut se battre. Il faut se battre. Il y a des formules. Moi, je connais des gens qui ont commencé par travailler juste après un bac+2 et qui, après, ont étudié. Actuellement, moi, je suis en train de faire un cursus en finance avec HEC Paris. Il y a 10 ans, j'aurais pas pu me le permettre. Et je pense pas que mes parents auraient pu payer pour moi non plus. Voilà, mais j'ai planifié et aujourd'hui, je peux le faire. Donc, en fait, que les moyens, c'est vrai que c'est très compliqué quand il n'y a pas les moyens, mais ça ne doit pas en réalité être un frein pour ce qu'on veut avoir. Voilà, après, on va pas tomber dans l'illusion, mais quand même essayons de planifier et de faire avec nos petits moyens, tout en ne se limitant pas, en disant aujourd'hui j'ai tant, je peux faire ça, mais demain quand j'aurai ça, je vais faire ça. C'est aussi la planification de la vie. Super. Une avant-dernière question sur ce plateau pour clore ce temps que nous passons avec vous dans cette interview. Alors, pour plusieurs qui vous suivent également sur les réseaux sociaux, on s'en rend compte que vous voyagez beaucoup, que ce soit en Afrique et un peu partout également dans le monde. Et au vu de ces expériences que vous aviez eu à faire à l'extérieur, vous avez également eu à côtoyer d'autres jeunes de la sous-région à part les Togolais. Quelles sont les valeurs ou les adjectifs ou encore des conseils à donner à un jeune Togolais qui nous suivent dans cette émission et qui, coûte veut également réussir. Ok, donc il faut que les jeunes Togolais soient beaucoup plus audacieux. Ça revient. Hein. Voilà, oui. Audacieux. Audacieux, voilà. Vraiment, c'est pas, j'ai pas envie que, après, je sais que là, ça va passer sur TikTok, etc. Donc, il faut pas que les gens interprètent mal mes propos. Je ne dis pas que les jeunes Togolais ne sont pas ambitieux, mais je pense qu'on devrait être beaucoup plus ambitieux en réalité. Quand on voit les Ivoiriens, par exemple, c'est des gens les jeunes Ivoiriens, c'est des gens qui n'ont pas aussi peur que nous. Voilà, donc il y a beaucoup plus de personnes qui osent dans d'autres pays par rapport à ici. Donc je pense qu'il faut qu'on copie cet aspect. Mais néanmoins, ça a aussi des avantages d'être calme. C'est aussi des avantages d'être calme. Je pense que nous sommes arrivés, Pascaline, à la fin de cette interview qui nous a été faite par New World au travers donc d'Éco-Jeunes sur cette antenne. Quel serait donc ton dernier mot? Et j'ai bien envie, on va partir avec beaucoup de sourires sur ce plateau où, au niveau de la régie, on pose la question de savoir si Pascaline est déjà une femme mariée. Ça intéresse beaucoup.
Ceux qui posent la question, ils veulent me faire une demande en mariage. Bon, peut-être qui sait. Qui sait, l'occasion fait le larron. C'est pour rigoler. Non, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée, mais je ne suis pas encore à prendre. Mais le main qui gâche. Super. Et donc, le dernier mot pour clore cette émission. Alors, je te remercie pour l'invitation. Je remercie New York TV et je remercie mes deux amis. Mince et Ellie. Voilà, Mince et Ellie aussi. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Donc, merci pour l'invitation. Et je voudrais, en fait, mon dernier message ira à la jeunesse. Parce que je pense que c'est pour ça que j'ai été invitée. En fait, j'ai envie de dire aux jeunes de s'accrocher. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir d'abord un rêve. C'est-à-dire quand il faut s'asseoir et se projeter, se dire, moi, je veux être comme ça. Voilà. Donc, à partir de ce rêve, on se fixe des objectifs. Ça peut être annuel, chaque 5 ans, chaque 10 ans, et rester concentré. Je pense qu'on ne finira jamais de continuer par apprendre et par recevoir des personnes qui ont fait des pas, qui ont une espérance dans la vie. Et naturellement, quand ces personnes sont également des jeunes et qui nous parlent, ça nous donne la force et le courage d'apprendre d'eux et de continuer la marche. En tout cas, Pascaline, merci d'avoir été notre invitée du jour et d'avoir passé tout ce moment avec nous. Merci, je reviens quand vous voulez. Waouh, merci beaucoup. Alors, Mince, Ellie, merci également à vous. Je pense donc que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un coucou spécial donc à l'équipe de la réalisation, notamment à Pierre Obanikwa et puis à la diffusion Patrick Tigangpam qui nous ont donc aidés à avoir cette incroyable et magnifique émission. Appelez-moi Maestro Coco. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve naturellement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Très très bientôt. Au revoir.